Bonjour à tous. J'ai besoin de quelques conseils et j'espère que vous pourrez m'aider. Je me sens mal à l'aise de publier ceci, mais allons-y. Nous avons récemment déménagé dans une maison plus grande. Un nouveau départ pour mes parents surmenés et pour moi. J'ai maintenant 14 ans, et depuis l'âge de 5 ans, je me suis principalement débrouillée seule. Ma grand-mère m'aidait autrefois, mais maintenant, il n'y a plus que moi. Commencer dans un nouveau collège a été un cauchemar. Dès le premier jour, je me suis sentie comme un étranger dans ce petit village où tout le monde avait déjà ses groupes. Personne ne voulait se lier d'amitié avec le nouveau. Pour aggraver les choses, je suis rapidement devenue la cible de harcèlement, Peter, le chef de file, et ses acolytes, David et John. Leur objectif était de rendre ma vie misérable. Le harcèlement a commencé par des remarques sarcastiques et des regards noirs, mais il s'est rapidement intensifié. Ils me faisaient trébucher dans les couloirs, me jetaient mes livres des mains et m'enfermaient dans le placard du concierge. Ils ont répandu la rumeur que je faisais pipi au lit, ce qui m'a valu le surnom humiliant de Pipi Willy. Personne ne m'a cru lorsque j'ai essayé de me défendre. Mes parents étaient trop occupés pour s'en rendre compte. La grande promotion de mon père, la raison pour laquelle nous avons déménagé, et le stress professionnel de ma mère les occupaient constamment. Chaque fois que j'essayais de leur parler de l'école, ils balayaient cela d'un revers de main, comme si j'exagérais ou qu'il fallait que je durcisse le cuir. Les professeurs n'ont pas non plus aidé. Lorsque j'ai signalé le harcèlement, ils m'ont dit de l'ignorer ou que les garçons sont des garçons. Une fois, j'ai finalement explosé et je me suis battue avec Peter. Bien sûr, c'est moi qui ai été punie. Le proviseur a appelé mes parents, qui étaient furieux. Ils ne voulaient pas entendre ma version, ils ont seulement vu que je m'étais mis en difficulté. Les choses ont empiré lorsque Peter et sa bande ont commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles j'étais gay. Non pas qu'il y ait quelque chose de mal à être gay, mais dans un petit village conservateur, c'était un cauchemar. Les enfants m'évitaient encore plus et le harcèlement s'est intensifié. Ils me poussaient contre les casiers, inscrivaient des insultes sur mon casier et criaient des injures dans les couloirs. Mes notes ont baissé parce que je ne pouvais pas me concentrer. J'avais peur d'aller à l'école chaque jour et j'ai commencé à sécher les cours, me cachant à la bibliothèque ou aux toilettes pour éviter les harceleurs. Je me sentais complètement seule et désespérée. Un jour, les choses ont atteint un point critique. Peter et ses amis m'ont acculée dans les vestiaires après le cours de sport. Ils se sont moqués de moi comme d'habitude, mais ensuite, ils sont allés trop loin. Peter a sorti son téléphone et a commencé à filmer tandis que David et John me tenaient. Ils m'ont déshabillée et ont jeté mes vêtements dans la pièce. J'étais complètement nue, essayant de me couvrir pendant qu'ils riaient et filmaient tout. J'étais complètement humiliée et impuissant. Après leur départ, je suis restée dans les vestiaires pendant des heures, pleurant et essayant de savoir quoi faire. Je ne pouvais faire face à personne. Lorsque je suis finalement rentrée à la maison, mes parents n'ont rien remarqué d'anormal. Ils étaient trop absorbés par leurs propres problèmes. J'ai commencé à penser à des moyens d'échapper à la douleur. J'ai pensé à m'enfuir ou à me faire du mal, mais je n'ai pas pu le faire. La seule chose qui m'a tenue en haleine a été l'idée de quitter ce village et de recommencer dans un nouvel endroit. J'ai décidé de me concentrer sur mon avenir, d'entrer dans une bonne université et de laisser tout cela derrière moi. Mais le harcèlement ne s'est pas arrêté. Quelqu'un a publié la vidéo des vestiaires en ligne et elle est devenue virale dans notre école. Je suis devenue une cible encore plus importante. Les commentaires étaient brutaux et les gens riaient furtivement et me pointaient du doigt partout où j'allais. Je sentais que j'étouffais sous le poids de l'humiliation. Je savais que j'avais besoin d'aide, mais je ne savais pas où aller. Mes parents étaient inconscients de tout, les professeurs étaient inutiles et je n'avais pas d'amis en qui avoir confiance. J'ai commencé à voir la conseillère scolaire, Madame Johnson, mais cela n'a pas beaucoup aidé. Elle m'a simplement dit de rester positif et que les choses s'amélioreraient. Mais je ne voyais pas comment. Je suis devenue plus renfermée, j'ai cessé de manger, j'ai cessé de dormir et j'ai commencé à redoubler toutes mes classes. J'étais un désastre. Je ne voyais pas de sortie et j'étais terrifiée à l'idée que ce soit ma vie pour toujours. C'est alors que j'ai découvert Internet. Je passais tout mon temps en ligne, m'échappant dans un monde virtuel où je pouvais être qui je voulais.
J'ai trouvé des forums et des salons de discussion où je pouvais parler à des gens qui ne connaissaient pas mes problèmes de la vie réelle. C'était un petit réconfort, mais c'était suffisant pour me maintenir en vie. Un jour, en naviguant en ligne, je suis tombée sur le site web d'une université prestigieuse. Ils avaient un programme pour les étudiants qui avaient été confrontés à l'adversité et l'avaient surmonté. Quelque chose a cliqué. Je me suis rendu compte que je pouvais peut-être utiliser mes expériences pour démontrer que j'étais résiliée et déterminée. Je me suis lancée dans mes études, déterminée à obtenir les notes dont j'avais besoin pour postuler. Ce fut difficile, surtout avec le harcèlement constant, mais j'ai continué à me rappeler mon objectif. Je restais éveillée tard le soir pour étudier, j'utilisais des ressources en ligne pour rattraper les leçons manquées et j'ai même commencé à assister à des séances de tutorat supplémentaires. À l'approche de la date limite de candidature, j'ai mis tout mon cœur dans ma lettre de motivation. J'ai écrit sur le harcèlement, l'humiliation et la solitude. J'ai écrit sur la façon dont j'ai appris à me défendre et j'étais déterminée à me créer un avenir meilleur. Ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais écrite, mais aussi cathartique. Pour la première fois, j'ai senti que je prenais le contrôle de mon histoire. Le jour où j'ai soumis ma candidature, j'ai ressenti un rayon d'espoir. Je savais qu'être acceptée était une chance infime, mais c'était la première fois depuis longtemps que je sentais que j'avais quelque chose à attendre. Les mois qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles. Le harcèlement a continué et mes parents sont restés inconscients de tout. Mais je me suis accrochée à cet espoir. Lorsque la lettre d'acceptation est finalement arrivée, je n'arrivais pas à le croire. J'avais été acceptée dans le programme spécial de l'université. J'allais quitter ce village et recommencer. Dire cela à mes parents a été doux amer. Ils étaient fiers, mais ils ne comprenaient pas toute l'ampleur de ce qui s'était passé. Ils ont vu l'acceptation comme une validation de leur décision de déménager et de leur travail acharné, sans se rendre compte de combien j'avais souffert. Pendant que je faisais mes valises pour l'université, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de peur. Je quittais enfin l'endroit qui m'avait causé tant de douleur, mais je m'aventurais aussi dans l'inconnu. Je ne savais pas si les choses seraient meilleures, mais j'étais déterminée à profiter au maximum de cette occasion. Je suis donc là, sur le point de commencer un nouveau chapitre. J'ai peur, mais j'ai aussi de l'espoir. Je sais que j'ai beaucoup de guérison à faire, mais je suis prêt à faire le premier pas. Merci d'avoir lu mon histoire. Tous conseils ou mots d'encouragement seraient grandement appréciés. Bonjour à tous. Je suis de retour avec une mise à jour. Merci pour tout le soutien et les conseils de mon dernier post. Voici ce qui s'est passé depuis, j'ai été acceptée dans le programme spécial de l'université, ce qui s'est senti comme un rêve devenu réalité. Les premières semaines ont été accablantes. J'étais dans une nouvelle ville, entourée de nouvelles personnes, et pour la première fois, j'ai senti que je pouvais être moi-même sans la peur constante du harcèlement. Une des premières choses que j'ai faites a été de chercher les services de conseil de l'université. Je savais que j'avais beaucoup de bagages à déballer et je ne voulais pas que mon passé ruine ce nouveau départ. On m'a assigné le Dr Harris, un psychothérapeute gentil et patient spécialisé dans le travail avec les étudiants. Lors de notre première séance, j'ai tout raconté, le harcèlement, l'humiliation, la solitude. Le Dr Harris a écouté sans juger et m'a assuré que nous allions surmonter cela ensemble. Au cours des mois suivants, j'ai assisté à des séances de thérapie hebdomadaires. Le Dr Harris m'a aidé à comprendre comment le harcèlement avait affecté mon estime de soi et m'a appris des mécanismes d'adaptation pour l'anxiété et les pensées négatives. Nous avons travaillé sur la construction de ma confiance en moi et sur l'apprentissage de la confiance en autrui à nouveau. Ce n'était pas facile, et il y a eu de nombreuses fois où j'ai eu envie d'abandonner, mais le soutien du Dr Harris a été inébranlable. Au fur et à mesure que je m'adaptais à la vie universitaire, je me suis concentrée sur mes études et j'ai essayé de me faire des amis. Ce n'était pas facile au début. Je me méfiais encore de m'approcher des gens, mais petit à petit, j'ai commencé à trouver ma place. J'ai rejoint un groupe d'études pour ma spécialité et je me suis fait quelques amis compréhensifs et gentils. Ils ne connaissaient pas mon passé, et pour la première fois, j'ai senti que je pouvais repartir de zéro. Au cours de ma deuxième année, j'ai commencé à chercher un emploi à temps partiel pour m'aider à couvrir mes dépenses.
Après beaucoup de recherches et quelques entretiens réussis, j'ai obtenu un emploi de barista dans un café local. Ce n'était pas glamour, mais c'était un début. Le personnel était sympathique et j'ai apprécié d'apprendre à préparer différents types de café. De plus, cela m'a donné l'occasion d'interagir avec les gens et de développer mes compétences sociales. 3 années se sont écoulées et j'ai prospéré sur les plans scolaires et personnels. Mon travail acharné a porté ses fruits et j'ai été promu superviseur de quart au café. Ma responsable, Émilie, a reconnu mon dévouement et mon potentiel et m'a pris sous son aile. Elle m'a appris la gestion et le service à la clientèle, et j'ai commencé à voir un avenir pour moi dans le monde des affaires. Vers cette époque, j'ai décidé de commencer la natation. J'avais toujours aimé ça enfant, et j'ai pensé que ce serait un excellent moyen de rester en forme et de soulager le stress. J'ai rejoint l'équipe de natation récréative de l'université et j'ai rapidement trouvé un groupe de personnes partageant les mêmes idées qui partageaient ma passion. Nous nous entraînions ensemble, nous participions à des compétitions locales et nous organisions des événements sociaux. C'était incroyable de faire partie d'une équipe et d'avoir des amis pour me soutenir et m'encourager. La natation est devenue une grande partie de ma vie et j'ai commencé à réfléchir à la façon dont je pouvais transformer cette passion en quelque chose de plus. J'ai commencé à explorer l'idée de créer une entreprise liée à la natation. J'ai constaté un manque sur le marché d'équipements et d'accessoires de natation abordables et de haute qualité. Après des mois de planification et d'économie, j'ai franchi le pas et j'ai ouvert une petite entreprise avec une de mes coéquipières, Lily. Nous l'avons appelée Swim Pro. Lancer Swim Pro a été l'une des expériences les plus difficiles et les plus enrichissantes de ma vie. Nous avons commencé par vendre des bonnets de bain, des lunettes et du matériel d'entraînement en ligne. Nous avons utilisé les médias sociaux pour commercialiser nos produits et nous avons participé à des compétitions de natation locales pour faire connaître notre marque. Les premiers mois ont été difficiles et il y a eu des moments où nous avons douté que nous allions y arriver. Mais notre dévouement a porté ses fruits et notre entreprise a commencé à croître. Concilier l'université, mon travail à temps partiel et la gestion de Swim Pro n'a pas été une mince affaire. Il y a eu des nuits longues et des réveils matinaux, et j'ai dû apprendre à gérer mon temps efficacement. Mais voir notre entreprise croître et savoir que nous aidions d'autres nageurs a rendu tout cela valable. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décidé de me concentrer sur Swim Pro à plein temps. Avec le temps et les efforts supplémentaires, Swim Pro s'est rapidement développé. Nous sommes passés de la vente en ligne à l'ouverture d'une petite boutique près de l'université. Nous avons embauché quelques employés et nous avons commencé à offrir des stages d'entraînement de natation le week-end. Notre réputation a grandi et nous avons commencé à recevoir des commandes d'équipements et de clubs de natation de tout l'État. Tout au long de cela, j'ai poursuivi mes séances de thérapie avec le Dr Harris. Même si ma vie était en plein essor, je savais que préserver ma santé mentale était crucial. Le Dr Harris m'a aidé à naviguer dans les tensions liées à la gestion d'une entreprise et m'a rappelé de prendre du temps pour moi-même. En regardant en arrière, il est incroyable de voir le chemin parcouru depuis que j'étais l'enfant harcelé au collège jusqu'à devenir un chef d'entreprise prospère. Le voyage a été rempli de hauts et de bas. Il y a eu des moments où j'ai eu envie d'abandonner, mais je suis heureux de ne pas l'avoir fait. Le soutien de mes amis, les leçons de mon thérapeute et ma passion pour la natation ont joué un rôle crucial dans ma transformation. Aujourd'hui, Swim Pro prospère et je suis fier de ce que nous avons construit. Nous prévoyons d'élargir notre gamme de produits et d'ouvrir un deuxième magasin dans une ville voisine. J'ai également commencé à faire du bénévolat comme entraîneur de natation pour les programmes jeunesse locaux, dans l'espoir d'inspirer et de soutenir les jeunes nageurs comme d'autres m'ont soutenu. J'ai encore des moments de doute et d'anxiété, mais j'ai appris à les gérer et à me concentrer sur les aspects positifs de ma vie. Je suis reconnaissant pour les opportunités que j'ai eues et pour les personnes qui m'ont aidé en cours de route. S'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que la résilience et la détermination peuvent surmonter même les défis les plus difficiles. Merci d'avoir lu ma mise à jour. Vos encouragements et vos conseils ont beaucoup compté pour moi. Si quelqu'un est en difficulté, sachez que les choses peuvent s'améliorer et qu'il y a toujours de l'espoir pour un avenir meilleur. 3 ans après avoir lancé Swim Pro, les choses allaient mieux. Notre entreprise se développait, notre clientèle augmentait et j'avais enfin l'impression d'avoir trouvé ma place dans le monde.
Mais la vie a une façon de lancer des défis inattendus quand on s'y attend le moins. Cela a commencé un mardi ordinaire. J'étais au magasin en train de travailler sur de nouvelles listes de produits lorsque j'ai reçu un appel de ma mère. Je n'avais pas beaucoup parlé à mes parents depuis que j'avais déménagé à l'université, nous étions toujours assez distants. Entendre la voix de ma mère, pleine de panique, était inhabituel et m'a envoyé un frisson dans le dos. « Ton père est à l'hôpital », a-t-elle dit, la voix entrecoupée. « Il a fait une crise cardiaque. » J'ai couru à l'hôpital, l'esprit emballé. Malgré notre relation tendue, il restait mon père et je n'arrivais pas à imaginer le perdre. Lorsque je suis arrivée, les médecins nous ont dit qu'il était dans un état critique mais stable. Les jours suivants ont été un flou de visites à l'hôpital et de conversations tendues avec ma mère. Ce fut un dur rappel de la fragilité de la vie et de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. Mon père s'est rétabli, mais l'expérience m'a émue. Je me suis rendu compte à quel point j'étais devenu distant de ma famille. Nous avons décidé de commencer une thérapie familiale pour reconstruire notre relation. Ce fut difficile, de confronter des années de négligence et d'incompréhension, mais cela semblait nécessaire. Juste au moment où les choses semblaient se calmer, une autre crise a frappé. Un soir, j'ai reçu un appel frénétique de Lily, ma partenaire commerciale. « Quelqu'un est entré dans le magasin », a-t-elle dit, la voix tremblante. « Ils ont tout saccagé. » J'ai couru là-bas, le cœur battant fort. Lorsque je suis arrivée, j'ai été confrontée à un spectacle dévastateur. Les vitres étaient brisées, les étagères renversées et nos stocks volés ou détruits. C'était un cauchemar. La police est venue, a pris des dépositions et a ouvert une enquête, mais le mal était fait. Le vol a été un énorme revers. Nous avions une assurance, mais cela prendrait du temps pour traiter la réclamation, et la perte de stock était un coup dur. J'ai ressenti un mélange de colère, de frustration et d'impuissance. Nous avions travaillé si dur pour construire SwimPro, et en une nuit, j'avais l'impression que tout avait été emporté. Lily et moi avons passé les semaines suivantes à ramasser les morceaux, aussi bien littéralement que figurativement. Nos clients nous ont incroyablement soutenus et nous avons reçu beaucoup d'aide de la communauté locale, mais cela a quand même été une période difficile. Nous avons décidé d'installer un système de sécurité plus robuste et nous avons pris des mesures supplémentaires pour protéger notre entreprise. Au milieu de ce chaos, j'ai reçu une autre secousse. Un jour, en examinant de vieux documents familiaux, j'ai trouvé une lettre qui m'était adressée. Elle venait de ma grand-mère, écrite peu avant son décès. Dans la lettre, elle révélait que mon père n'était pas mon père biologique. Mon père biologique était quelqu'un avec qui ma mère avait eu une brève relation avant de rencontrer mon père. La révélation m'a frappée comme une tonne de briques. J'avais l'impression que toute mon identité était remise en question. J'ai confronté ma mère à ce sujet, et elle s'est effondrée, admettant qu'elle avait gardé le secret pour me protéger et pour éviter de blesser mon père. Je ne savais pas comment traiter l'information. Cela ressemblait à une autre trahison, un autre mensonge dans une vie où je me suis senti ignoré et incompris. J'ai décidé de chercher mon père biologique. Ce fut une décision difficile, mais j'ai senti que j'avais besoin de réponses. Après quelques recherches, j'ai découvert qu'il était décédé quelques années auparavant. Cependant, j'ai découvert qu'il avait une demi-sœur. J'ai communiqué avec elle et nous avons décidé de nous rencontrer. Rencontrer ma demi-sœur a été une expérience surréaliste. Elle était gentille, accueillante et désireuse d'en savoir plus sur moi. Nous nous sommes liés par des traits communs et des histoires sur notre père. J'avais l'impression d'avoir trouvé une pièce manquante de moi-même, et cela m'a aidé à accepter mon histoire familiale complexe. Comme si ces événements n'étaient pas suffisants, une autre tragédie s'est produite. Un de mes amis les plus proches de l'équipe de natation, Marc, a été impliqué dans un grave accident de voiture. Il a été percuté par un conducteur en état d'ébriété et a subi de graves blessures. Marc était un battant, mais la convalescence a été longue et ardue. Le voir lutter m'a rappelé mes propres batailles et a renforcé la préciosité et la précarité de la vie. J'ai rendu visite à Marc régulièrement, l'aidant dans sa rééducation et le maintenant de bonne humeur. Ce fut une période difficile, mais cela a rapproché notre équipe de natation.
Nous avons organisé des événements de collecte de fonds pour aider à payer ses factures médicales et nous l'avons soutenu autant que possible. La détermination de Marc à se rétablir a été inspirante et m'a rappelé la force et la résilience que nous avons tous en nous. Au cours de toutes ces épreuves, je me suis beaucoup appuyée sur mon système de soutien. Le docteur Harris est resté un pilier de force, m'aidant à naviguer dans la confusion émotionnelle. Mes amis, anciens et nouveaux, m'ont soutenu, m'offrant leur soutien indéfectible. Et même si ma relation avec mes parents restait difficile, nous progressions en thérapie. SwimPro s'est finalement remis. Le vol nous avait retardés, mais il nous a aussi motivés à redoubler d'efforts et à être plus innovants. Nous avons lancé de nouvelles gammes de produits, amélioré notre présence en ligne et élargi notre portée. Le soutien de nos clients fidèles et de la communauté a joué un rôle important dans notre rétablissement. En regardant en arrière, il est difficile de croire tout ce qui s'est passé, le harcèlement, les défis universitaires, le lancement d'une entreprise, les révélations familiales et les tragédies. Chaque événement m'a façonné de manière inimaginable. Ils ont mis à l'épreuve ma résilience, ma capacité à pardonner et ma capacité à m'adapter et à surmonter les difficultés. La vie est imprévisible, bien qu'elle puisse être incroyablement difficile, elle peut aussi être pleine de bénédictions inattendues et d'opportunités de croissance. J'ai appris qu'il est bon de demander de l'aide, de s'appuyer sur les autres et de prendre les choses une journée à la fois. Plus important encore, j'ai appris à être plus gentil avec moi-même et à apprécier les moments de joie et de connexion. Merci d'avoir lu mon histoire. Votre soutien et vos conseils ont été inestimables, et j'espère que le partage de mon parcours pourra apporter un peu de réconfort ou de connaissance à quiconque traverse des moments difficiles. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul et les choses peuvent s'améliorer, même lorsque vous avez l'impression que le monde s'effondre. Les choses commençaient enfin à s'améliorer. SwimPro s'était remis et nous envisagions même d'ouvrir un deuxième magasin dans une ville voisine. Lily et moi travaillions sans relâche, mais c'était agréable de voir que nos efforts portaient leurs fruits. Le soutien de notre communauté et de nos clients a été écrasant et nous a motivés à continuer. Vers cette époque, je me rapprochais également de ma demi-sœur, Emma. La rencontrer avait été un tourbillon et j'avais l'impression d'avoir trouvé une partie de la famille que je ne savais jamais que je manquais. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, à nous connaître et à partager des histoires sur notre père. Elle semblait vraiment intéressée à construire une relation avec moi et j'étais enthousiaste à l'idée d'avoir une sœur en qui je pouvais avoir confiance. Cependant, les choses ont commencé à prendre une tournure étrange. Au début, c'était de petites choses. Emma empruntait de l'argent, ce qui ne me dérangeait pas du tout. Mais ensuite, elle a commencé à faire des demandes plus importantes, comme demander de l'aide pour le loyer et les factures. J'ai compris qu'elle traversait une période difficile, alors je l'ai aidée autant que possible. Après tout, elle était de la famille. Un jour, Emma m'a appelé en pleurs, me disant qu'elle avait perdu son emploi et qu'elle allait être expulsée. Elle m'a supplié de la laisser rester chez moi jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre sur pied. J'ai hésité, mais j'ai finalement accepté. J'avais une chambre libre et je ne pouvais pas lui tourner le dos lorsqu'elle avait besoin de moi. Au début, les choses semblaient bien se passer. Emma était reconnaissante et a promis de trouver rapidement un nouvel emploi. Mais les semaines sont devenues des mois et elle n'a montré aucun signe de faire un effort pour changer sa situation. Elle dormait tard, passait des heures à regarder la télévision et ne contribuait jamais aux tâches ménagères. Je continuais à couvrir ses dépenses et cela commençait à peser sur moi, tant financièrement qu'émotionnellement. Le coup de grâce est arrivé lorsque j'ai découvert qu'Emma utilisait ma carte de crédit sans mon autorisation. J'ai trouvé plusieurs frais non autorisés, notamment des vêtements et des appareils électroniques coûteux. Lorsque je l'ai confrontée, elle s'est mise à pleurer, s'excusant et promettant que cela ne se reproduirait plus. Elle a affirmé qu'elle essayait simplement de se sentir mieux et qu'elle n'avait pas réalisé l'impact que cela aurait sur moi. Je me suis sentie en conflit. Une partie de moi voulait la croire, l'aider à surmonter ce qu'elle traversait. Mais une autre partie de moi était furieuse et se sentait trahie. J'ai décidé de lui donner une dernière chance. Je lui ai dit qu'elle devait trouver un emploi et commencer à contribuer à la maison, sinon elle devrait partir. Les choses ne se sont pas améliorées. Emma a continué à profiter de ma gentillesse et la tension entre nous a augmenté.
Un soir, je suis rentrée à la maison et j'ai découvert qu'elle avait organisé une fête sans mon autorisation. Ma maison était un désastre et certaines de mes affaires personnelles avaient disparu. Je l'ai de nouveau confrontée et cette fois, elle s'est énervée, m'accusant d'être égoïste et de ne pas comprendre ses problèmes. Ce soir-là, j'ai pris la difficile décision de lui demander de partir. Je ne pouvais plus tolérer son comportement et j'avais besoin de me protéger moi-même et ma santé mentale. Emma ne l'a pas bien pris. Elle est partie en colère, laissant derrière elle une trace de colère et de douleur. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un agent de recouvrement. Apparemment, Emma avait contracté un prêt en mon nom en utilisant mes informations personnelles. J'étais choquée et je me sentais complètement trahie. Je n'aurais jamais pensé qu'elle irait si loin. J'ai immédiatement signalé la fraude et j'ai commencé le processus de remise en état de mon nom, mais le mal était fait. Ce fut une épreuve longue et stressante, et il a fallu des mois pour que cela se règle. L'expérience avec Emma m'a profondément blessée et rendu méfiant. Il était difficile de croire que quelqu'un que j'avais accueilli dans ma vie et que j'avais essayé d'aider pouvait me trahir de cette manière. J'ai lutté contre des sentiments de culpabilité, me demandant si j'avais ignoré les signaux ou si j'aurais pu faire quelque chose de différent. Pendant ce temps, mes séances de thérapie avec le docteur Harris sont devenues encore plus cruciales. Elle m'a aidé à surmonter mes sentiments de trahison et de culpabilité et m'a rappelé qu'il était bon de fixer des limites et de me protéger. Ce fut une leçon douloureuse, mais j'ai appris que parfois, même la famille peut vous décevoir. Malgré les revers, SwimPro a continué à croître. Nous avons ouvert notre deuxième magasin et ce fut un énorme succès. Lily et moi avons élargi notre gamme de produits et commencé à proposer des cours et des stages de natation. L'entreprise prospérait et c'était une distraction bienvenue par rapport à l'agitation personnelle que je vivais. Je me suis également appuyée sur mes amis de l'équipe de natation et de la communauté des affaires. Leur soutien et leurs encouragements m'ont aidé à rester concentré et positif. Je me suis rendu compte de l'importance de m'entourer de personnes qui se soucient vraiment de moi et qui veulent me voir réussir. La vie a une façon de nous mettre à l'épreuve, et l'expérience avec Emma a été l'un des défis les plus difficiles que j'ai jamais rencontrés. Mais cela m'a aussi beaucoup appris sur la résilience, la confiance en soi et l'importance de fixer des limites. Je me remets toujours de la trahison, mais je vais de l'avant et je me concentre sur les aspects positifs de ma vie. Merci de prendre le temps de lire mon histoire. Vos conseils et votre soutien ont été inestimables et je remercie tous ceux qui se sont manifestés. Malgré le succès de SwimPro et les progrès que j'ai accomplis dans ma vie personnelle, les tensions avec ma famille ont continué à croître. Les séances de thérapie familiale ont révélé des problèmes profondément ancrés qui étaient enfouis depuis des années. Mes parents et moi essayions de combler le fossé qui s'était creusé pendant mon enfance. Ils voulaient réparer les choses, mais les blessures étaient encore fraîches et nos conversations se terminaient souvent par des disputes au lieu de solutions. Les tentatives de ma mère pour se reconnecter semblaient forcées et maladroites. Elle m'appelait souvent, parfois juste pour critiquer mes décisions ou exprimer sa déception face à mes choix de vie. Mon père, bien que plus réservé, montrait subtilement sa désapprobation. Il ne l'a jamais dit ouvertement, mais il était clair qu'il pensait que j'aurais dû choisir une carrière plus respectable au lieu de diriger une petite entreprise. La tension était épuisante et à chaque interaction, je me sentais de plus en plus aliénée. En plus de tout cela, je n'avais pas eu de nouvelles d'Emma depuis la révélation qu'elle avait été impliquée dans une fraude. J'ai essayé de la sortir de ma tête et de me concentrer sur ma vie et mon entreprise, mais la trahison me hantait toujours. Juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient plus se compliquer, Emma est réapparue de la manière la plus inattendue et horrible. C'était un samedi après-midi chargé dans le magasin principal de SwimPro. Il était plein de clients et j'étais assis à l'arrière-boutique en train de faire de la paperasse. Lily s'occupait du magasin et tout semblait bien se passer. Soudain, la porte principale du magasin s'est ouverte en grand avec un fort fracas. Effrayée, j'ai regardé les moniteurs de sécurité et j'ai vu Emma faire irruption dans le magasin, accompagnée d'un type au look dur en veste en cuir. Mon cœur s'est affaissé. L'apparition d'Emma était alarmante. Elle avait l'air négligée et ses yeux étaient exorbités. L'homme qui était avec elle, que j'ai appris plus tard être son petit ami motard, Nick, avait l'air menaçant. Il était très tatoué,
avec une cicatrice sur la joue et les sourcils constamment froncés. J'ai immédiatement senti que cela allait mal se passer. Avant même que je puisse réagir, j'ai entendu des cris depuis l'avant du magasin. Tout le monde à terre. C'est un braquage. Nick a sorti une arme à feu et tout le magasin est tombé dans un silence de panique. Les clients se sont jetés à terre et Lily est restée paralysée par la stupeur. Je suis sortie en courant du bureau, essayant de garder mon calme. Emma, qu'est-ce que tu fais, ai-je dit, essayant de communiquer avec elle au milieu du chaos. Emma s'est tournée vers moi, le visage contracté par la rage et le désespoir. Taisez-vous, Ryan, taisez-vous. Nous avons besoin de l'argent et vous allez nous le donner. Nick a brandi l'arme à feu, visant Lily et les clients. Faites ce qu'elle dit et personne ne sera blessé, a-t-il crié. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Je devais calmer la situation pour que personne ne soit blessé. D'accord, ai-je dit, essayant de paraître aussi calme que possible. Prenez simplement ce dont vous avez besoin. Pas besoin de violence. J'ai fait un geste vers la caisse enregistreuse et Lily a remis l'argent en tremblant. Emma a saisi l'argent et l'a fourré dans son sac. Nick, quant à lui, a gardé son arme braquée sur tout le monde, le doigt tremblant sur la gâchette. Au moment où ils étaient sur le point de partir, le regard de Nick s'est posé sur un jeune employé, Jake, qui se tenait près de la sortie. Nick a attrapé Jake par le cou et lui a mis l'arme à feu sur le visage. « Tu viens avec nous » a-t-il grommelé. Les yeux de Jake se sont ouverts d'horreur. « Arrêtez » ai-je crié, faisant un pas en avant. « S'il vous plaît, laissez-le partir. C'est juste un enfant. » Nick a souri. « Dommage. Nous avons besoin d'une assurance. » Emma a semblé momentanément confuse mais n'a pas protesté. Ils ont traîné Jake hors du magasin, laissant derrière eux une scène de chaos et de peur. Dès qu'ils sont partis, j'ai appelé la police et j'ai signalé le vol et l'enlèvement. La police est arrivée rapidement, mais à ce moment-là, Emma et Nick avaient disparu avec Jake et l'argent. Les conséquences ont été un flou de déclarations à la police, de révision des images de surveillance et de réconfort des clients et du personnel traumatisé. La réalité de ce qui s'était passé m'a frappé de plein fouet. Ma sœur avait embrassé la voie du crime et elle avait entraîné mon entreprise et moi dans son désordre. La culpabilité et la colère m'ont submergé. J'ai passé les jours suivants à collaborer étroitement avec la police, en fournissant toutes les informations qui pouvaient aider à retrouver Emma, Nick et Jake. L'attente a été agonisante, mais je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. Je me sentais impuissant, pris au piège d'un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. La tension avec ma famille n'a fait qu'empirer après le vol. Mes parents m'ont blâmé d'avoir laissé Emma revenir dans ma vie, m'accusant d'être naïf et irresponsable. Nos séances de thérapie sont devenues des champs de bataille, avec plus d'accusations et moins de solutions. J'avais l'impression qu'on me déchirait de tous les côtés. Quelques jours plus tard, la police a reçu un indice sur la cachette de la bande de motards. Une équipe du SWAT a été envoyée et a réussi à secourir Jake sain et sauf. Emma et Nick ont été arrêtés et l'argent a été récupéré. Voir Emma menottée a été une vision déchirante. Malgré tout ce qu'elle avait fait, elle restait ma sœur et ça me faisait mal de la voir dans cet état. Les actions d'Emma ont conduit à une peine de prison, et il était clair qu'elle avait besoin d'une aide sérieuse. J'ai fait en sorte qu'elle reçoive une aide psychologique pendant son incarcération, dans l'espoir qu'elle puisse trouver un moyen de changer sa vie. C'était un petit réconfort, mais c'était tout ce que je pouvais faire. Dans les mois qui ont suivi, je me suis consacrée à mon travail, essayant de reconstruire ce qui avait été endommagé par le vol. SwimPro a réussi à se remettre, grâce au soutien de nos clients fidèles et au dévouement de notre personnel. L'expérience avait laissé des cicatrices, à la fois dans l'entreprise et chez moi personnellement, mais elle a également renforcé ma détermination à aller de l'avant. La relation avec ma famille est restée tendue. Nos tentatives de réconciliation étaient chargées de tensions et de problèmes non résolus. Je me suis rendu compte que, même si je pouvais espérer des jours meilleurs, certaines blessures prendraient beaucoup de temps à guérir, voire jamais. Tout au long de cela, je me suis beaucoup appuyée sur mes amis et mon thérapeute, le Dr Harris. Ils m'ont fourni le soutien et la stabilité dont j'avais désespérément besoin.
Petit à petit, j'ai commencé à trouver un nouvel équilibre, en conciliant les exigences de mon entreprise avec le processus continu de guérison de la confusion émotionnelle des actions de ma famille. Merci de suivre mon histoire et pour tout le soutien et les encouragements en cours de route. Après le vol et la révélation choquante des actions de ma demi-sœur, j'espérais que les choses commenceraient à se stabiliser. Malheureusement, la tension avec mes parents ne s'est intensifiée que davantage. Nos séances de thérapie étaient devenues de plus en plus hostiles, avec plus de cris que de conversations significatives. Mes parents, surtout ma mère, ont été implacables dans leurs accusations et leurs critiques. Ils m'ont blâmé pour le comportement d'Emma, pour le vol et même pour la relation tendue au sein de la famille. Un soir, après une autre séance de thérapie explosive, mes parents ont annoncé qu'ils avaient mis fin aux consultations. Ma mère m'a regardé directement dans les yeux. Cela n'a aucun sens. Tu n'apprécies clairement rien de ce que nous avons fait pour toi. Nous en avons fini d'essayer. J'étais désemparée. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous devons résoudre ça. Nous avons assez fait, a interrompu mon père. Nous t'avons élevé, nous t'avons tout donné. C'est comme ça que tu nous le rends? Entraînant le nom de cette famille dans la boue. Je suis restée sans voix. Leur refus de poursuivre la thérapie s'est senti comme une trahison. Ils abandonnaient essentiellement tout espoir de réconciliation, me laissant gérer les conséquences seule. Je suis sorti furieux de la séance, me sentant complètement vaincu. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre d'un cabinet d'avocats représentant mes parents. Ils me poursuivaient pour 100 000 $, alléguant que c'était une compensation pour le coût de mon éducation. La lettre détaillait comment ils avaient dépensé une somme énorme d'argent pour mon éducation, école privée, activités parascolaires et frais de subsistance. Et maintenant, ils voulaient que leur investissement leur soit remboursé. J'étais livide. Cela s'est senti comme le dernier acte de trahison. Non seulement ils refusaient de reconnaître les dommages émotionnels qu'ils avaient causés, mais ils exigeaient maintenant également une compensation financière pour avoir fait ce que tout parent devrait faire, élever son enfant. J'ai appelé mes parents, essayant de comprendre leur raisonnement. Comment avez-vous pu me faire ça? Ma voix tremblait de colère. La réponse de ma mère a été froide et calculée. Tu as prouvé à maintes reprises que tu étais ingrat pour tout ce que nous avons fait. Tu n'as causé que des problèmes et de la honte à cette famille. Il est temps que tu nous paies. C'est de la folie. Ce sont mes parents. Ils sont censés me soutenir. Mon père est intervenu. Considère ça comme une leçon de responsabilité, Ryan. Peut-être que ça t'apprendra à apprécier ce que tu as. J'ai raccroché le téléphone, ressentant un mélange de rage et de désespoir. Comment ont-ils pu faire ça? Comment ont-ils pu me tourner le dos d'une manière aussi insensible? La bataille juridique qui a suivi a été épuisante. Mon avocat, à la fois empathique et farouchement déterminé, m'a assuré que l'affaire était absurde et que nous la combattrons à chaque étape du processus. Tout au long du processus judiciaire, les vrais visages de mes parents sont devenus douloureusement clairs. Ils ont présenté des registres de dépenses détaillés, détaillant tout, des frais de scolarité au coût des vacances familiales. Ils se sont peints comme des parents qui avaient longtemps souffert et qui avaient été accablés par un enfant ingrat. C'était humiliant et déchirant de voir à quel point ils accordaient peu de valeur à notre relation. Les procédures judiciaires se sont étalées sur des mois, m'épuisant à la fois émotionnellement et financièrement. J'ai dû prendre un congé de SwimPro pour gérer les comparutions devant les tribunaux et les rencontres avec mon avocat. Le stress était immense et je me retrouvais souvent éveillée la nuit à me demander comment les choses avaient si mal tourné. Malgré la confusion, j'ai trouvé de la force dans le soutien de mes amis, de mon thérapeute et de mon équipe à SwimPro. Lily et les autres employés ont fait un pas en avant, s'assurant que l'entreprise continuait à fonctionner sans problème en mon absence. Mon thérapeute, le Dr Harris, m'a aidé à naviguer dans les restes émotionnels, me rappelant de prendre les choses une journée à la fois et de me concentrer sur mon propre bien-être. Au tribunal, le cas de mes parents a commencé à s'effondrer. Le juge a remis en question la légalité et la moralité de leur demande, et mon avocat a habilement souligné l'absurdité de poursuivre un enfant pour le coût de son éducation. Après plusieurs audiences tendues, le juge a rejeté l'affaire, en décidant en ma faveur. Bien que la victoire juridique ait été un soulagement, elle n'a pas effacé les dommages émotionnels.
Le procès avait créé une faille définitive entre mes parents et moi. Je n'ai pas pu me résoudre à leur parler après ça, et ils n'ont fait aucun effort pour communiquer avec moi. Il était clair que notre relation était au-delà de toute réparation. Par la suite, je me suis concentrée sur la reconstruction de ma vie et de mon entreprise. Je me suis lancée au travail, déterminée à faire de SwimPro une entreprise encore plus prospère. J'ai également poursuivi ma thérapie, travaillant sur la douleur et la trahison que j'éprouvais de la part de mes parents. Ce n'était pas facile, mais avec le temps, j'ai commencé à guérir. Je me suis rendu compte que parfois, les personnes qui sont censées vous aimer et vous soutenir peuvent causer le plus grand tort. Ce fut une leçon dure, mais elle m'a appris à chérir les relations qui comptaient vraiment, les amis et les collègues qui m'ont soutenu dans les bons et les mauvais moments. Des années plus tard, SwimPro était devenue une entreprise prospère avec plusieurs emplacements et une clientèle fidèle. J'ai trouvé du bonheur et de la satisfaction dans mon travail et dans le réseau de soutien d'amis et de mentors que j'avais construit autour de moi. Bien que les cicatrices des actions de ma famille soient restées, elles ne me définissaient plus. J'avais forgé mon propre chemin et j'étais fière de la personne que j'étais devenue. À quiconque traverse une lutte similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Il est bon de prendre ses distances avec les relations toxiques, même si elles sont familiales. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et ne perdez jamais de vue votre propre valeur. La vie est trop courte pour être accablée par la négativité des autres. La nouvelle est arrivée un mardi soir calme. J'étais à la maison, en train de terminer un travail pour SwimPro, lorsque mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose m'a poussé à répondre. La voix de l'autre côté était sombre, un agent de police qui annonçait la nouvelle que personne ne veut entendre. Mes parents avaient eu un accident de voiture. Ils n'ont pas survécu. L'agent a expliqué que mon père avait conduit en état d'ébriété, était sorti de la route et avait percuté un arbre. Ma mère dormait sur le siège passager. Tous deux sont morts sur le coup. Les détails sont devenus flous pendant que j'écoutais sous le choc, essayant de comprendre la réalité de ce que j'entendais. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions et de responsabilités. Il a fallu organiser leurs funérailles, malgré tout ce qui s'était passé entre nous, j'ai ressenti un profond sentiment d'obligation de gérer les choses correctement. J'ai contacté des membres de la famille, j'ai traité avec l'entreprise de pompes funèbres et j'ai classé leurs affaires. Ce fut une expérience surréaliste d'organiser les rites funéraires pour des personnes qui m'avaient causé tant de douleur. Le jour des funérailles était nuageux, à l'image de la lourdeur que je ressentais dans ma poitrine. Une petite réunion de famille et quelques vieux amis sont venus présenter leurs condoléances. Pendant que j'étais près des tombes, en regardant les cercueils descendre dans le sol, une vague d'émotions contradictoires m'a envahi. Il y avait de la douleur, bien sûr. C'étaient mes parents, malgré tout, leur perte a été dévastatrice. Mais il y avait aussi de la colère, de la frustration et un sentiment de conflit non résolu. Tant de choses étaient restées non dites, tant de blessures n'ont jamais guéri. Après les funérailles, je suis retournée dans la maison de mes parents pour trier leurs affaires. En marchant dans les pièces vides, une vague de nostalgie et d'amertume m'a frappée. La maison était pleine de souvenirs, bons et mauvais, des photos de famille accrochées au mur, des souvenirs de voyages que nous avions faits et les vestiges d'une vie qui avait autrefois semblé normale. En examinant leurs affaires, j'ai trouvé des lettres, des documents et des objets personnels qui ont peint une image plus complète de leur vie. J'ai découvert que mon père avait lutté contre l'alcoolisme pendant des années, un fait qui m'avait été caché. Il y avait des reçus de centres de réadaptation et de séances de conseil, des preuves de batailles livrées et perdues. Les journaux de ma mère ont révélé ses propres luttes contre la dépression et l'anxiété, ses inquiétudes à mon sujet et sa culpabilité quant à la façon dont les choses avaient tourné. Lire ces documents m'a donné une étrange sensation de clôture. J'ai commencé à comprendre que leurs actions, aussi douloureuses soient-elles, provenaient d'une profonde souffrance personnelle. Cela n'excusait pas la façon dont ils m'avaient traité, mais cela m'a aidé à les voir comme des êtres humains imparfaits au lieu de simples parents qui m'avaient échoué. Gérer les conséquences juridiques et financières a été une autre épreuve. Leur succession était en désordre et il m'a fallu des mois pour démêler le fouillis. J'ai dû traiter avec des avocats, régler des dettes et vendre leur maison. Chaque tâche s'est sentie comme une étape vers la finalité, fermant un chapitre de ma vie qui avait été rempli de confusion.
Pendant cette période, je me suis beaucoup appuyée sur mes amis et mon thérapeute, le Dr Harris. Ils m'ont fourni le soutien et la stabilité dont j'avais désespérément besoin pour naviguer dans ce moment difficile. Le Dr Harris m'a aidé à traiter ma douleur et mes émotions complexes, me rappelant qu'il était bon de ressentir un mélange de tristesse et de soulagement. Mes amis de l'équipe de natation et de Swim Pro m'ont soutenu, m'offrant leur aide et leur compagnie quand j'en avais le plus besoin. Dans les mois qui ont suivi, je me suis concentrée sur la guérison et sur l'avenir. J'ai mis mon énergie dans Swim Pro, utilisant le travail comme un moyen de gérer ma douleur. L'entreprise a continué à prospérer, s'étendant à de nouveaux emplacements et offrant de nouveaux produits. Elle est devenue une source de fierté et un rappel du chemin parcouru. J'ai également fait un effort conscient pour prendre soin de ma santé mentale. J'ai poursuivi mes séances de thérapie, j'ai pratiqué l'auto-soin et j'ai consacré du temps aux activités qui m'apportaient de la joie. La natation est restée une partie essentielle de ma vie, un moyen de me vider l'esprit et de rester ancré.